Bonjour à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec la review du chapitre 988, un chapitre assez bon dans son ensemble, avec une fin qui risque très probablement de retourner le jeu. Donc on perd pas de temps et c'est parti. On débute à nouveau avec les aventures de la Oh My Family qui ont abandonné Pound dans le précédent chapitre et qui vient à nouveau les sauver sous le feu de la marine. Un remake de Whole Cake avec lequel je commence vraiment à avoir du mal, donc s'il te plaît Oda, viens à l'essentiel avec cette mini-aventure. C'est ainsi que s'ouvre ce chapitre en premier plan avec le draconique Kaido faisant toujours face à nos fourreaux rouges. Tous semblent être vivants et en bonne santé, un exploit quand on sait qu'ils viennent tout de même d'attaquer et blesser l'homme dit intouchable. À ses côtés se tient Jack accompagné d'une armada de Smile, dont un Numbers qui est à nouveau un géant dont le nom indique qu'il est le numéro 7. C'est intéressant puisque Hacha, le précédent Number, se traduisait par 8. Il est donc possible qu'Oda nous les présente de façon chronologique et que le prochain soit le 6, puis 5 et ainsi de suite. Cependant, pas de chiffre 9 logiquement, ce qui signifie peut-être que ce personnage sera particulier, d'autant plus qu'au Japon, il est synonyme de souffrance. L'autre partie intéressante, c'est que Scantrad traduit le nom de Nagi par 7 démons. Un détail très minime, mais s'il s'agit de la traduction exacte, il peut s'agir des 7 démons bibliques associés aux 7 péchés capitaux. Ainsi, après les calamités pouvant être associées aux cavaliers d'Apocalypse, comme l'avait dit Goji dans une de ses théories, le nom de Bible employé par Yamato, Oda insère désormais les 7 péchés capitaux. Ce qui nous ramène à ma théorie sur Pluton liée à Wano, au vu que les 7 démons sont au cœur des enfers dans la Bible. Donc c'était vraiment très intéressant de noter ça. Mais revenons à l'essentiel. Les ducs font désormais face à leur ancien ennemi, ce qui ravive à Inuarashi les événements de Zou. Raizo rétorque qu'il n'a pas oublié que chacun des Mix l'ont protégé au péril de leur vie, et ces mots ont d'autant plus de sens aujourd'hui quand on se remémore les paroles d'Oden selon lesquelles, au moment venu, c'est à Zou qu'il faudra se réfugier. Ils sont d'une fiabilité et d'un courage sans faille. Jack comprend alors à quel point il s'est fait léser et a échoué lamentablement dans sa mission. Et là, j'aimerais m'arrêter sur cet instant. Car oui, Jack, tu vas prendre cher. Et je vais pas vous cacher que ça me fait quand même un peu de peine pour lui depuis que j'ai lu les déclarations d'Oda à son sujet dans le databook Vifcard où il nous révélait que durant son enfance, il avait été maltraité par ses frères et Kaido. Si on prend un peu de recul avec son histoire, on peut se dire qu'il a fait que suivre les ordres des plus forts tel un pantin. Il est donc une victime qui risque à nouveau de se faire victimiser par les Minks. Après Zunesha, après Shutenmaru, voici les visons. Mais pas seulement, parce que n'oubliez pas que Kaido offre une place de calamité au Tobiropo si quelqu'un parvient à vaincre un des trois. Donc j'avais envie de lui dédier un petit instant dans cette vidéo parce qu'il risque de nous quitter très prochainement. Et ça pourrait arriver plus vite que prévu car la lune se dévoile. Et sa lumière laisse apparaître le mode Sulong des gardiens du crépuscule et de l'aurore qui souhaitent s'occuper de Jack à la place de leur maître. Et waouh, je les imaginais exactement comme ça, de véritables bêtes sauvages. On comprend mieux pourquoi cette tribu d'ailleurs est traduite par Vison quand on voit leur fourrure. Elle se conclut avec cette page incroyable de l'homme aux 100 bêtes et ses sbires ayant face à lui de véritables bêtes. Lui qui rêvait d'avoir un équipage empli de mastodontes, il aurait mieux fait de miser sur des Minks plutôt que les Smiles tout claqués. En tout cas, très beau moment que j'ai hâte de voir en anime car ça promet vraiment du très lourd. J'ai rien à dire en tout cas de ce côté-ci, si ce n'est grand regret pour le troll ultime d'Oda avec le précédent chapitre, pas de transformation d'Inuarashi et Nekomamuchi. Je vais pas cacher, j'étais vraiment deg, c'est eux que j'attendais le plus, je pense d'ailleurs qu'on les attendait tous, et maintenant faudra encore patienter, donc grosse frustration tout de même là-dessus. C'est donc sur cette page que l'affrontement des Minks versus Jack et ses sbires débute enfin. Ce qui nous entraîne à l'intérieur où on retrouve King et Queen près de Momonosuke toujours crucifié, et là, furtivement, Shinobu nous montre à quel point elle est digne d'être une fourreau rouge, même si elle l'est pas, puisque malgré les 2 mastodontes face à elle, elle n'a pas peur et tente de libérer Momonosuke de ses chaînes. Mais malheureusement, King lui chope la tête et l'envoie valser. J'ai adoré ces petites
case. Et là, coup de théâtre, Momo se libère et c'est enfin le moment que j'attendais. Oui, Sanji se sert de sa Red Suite pour libérer Momonosuke. Pas de surprise là-dessus, c'est ce que j'avais pu vous dire à plusieurs reprises. C'était quand même l'entrée la plus probable pour faire réapparaître Sanji et ainsi sauver Momo, ce qui d'ailleurs laisse le temps à Shinobu de le libérer et le récupérer pour s'enfuir. D'un côté, je vais pas cacher ma petite déception parce que l'entrée de Sanji restait assez prévisible. Pour moi, fallait vraiment marquer le coup et donner un sens à cette crucifixion. J'aurais préféré que King tranche Momo et que Sanji s'interpose, prenne le coup à la dernière seconde, mais bon, ça c'est un peu mon côté diabolique qui parle, donc je vais m'arrêter là. Mais là vraiment j'ai eu un sentiment que ça avait servi qu'à un côté shonen. Momo crucifié qui fait un discours pour finalement être libéré quelques chapitres plus tard. Du coup je suis quand même un petit peu déçue là-dessus, même si j'ai trouvé toute petite phrase de Sanji envers Momo assez touchante. J'aime assez la manière dont les Mugiwara prennent soin de Momo. Mais bon, ce qui va suivre est bien plus épique parce que King attaque Sanji en frontal. Il est son adversaire, feu contre feu, fire contre fire, jab or jump. Et oui, pas très surprise de ce côté-là non plus. J'avais déjà expliqué qu'il pouvait être son adversaire de par son élément, mais pour le coup, la scène est très stylée. Coup de pied arrêté de Sanji, King perd pas de temps et se transforme direct en Zoan. Et ça, pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Il l'envoie valser en un coup de bec, ce qui fait dire à Sanji qu'il est au bord de la mort. Et clairement, on était deux. Parce que Sanji plus mort, c'est précisément le sujet dont on a traité dans mon dernier live, au sujet des dires d'un ancien collègue d'Oda, où il avait révélé des potentiels spoil entre guillemets, à prendre avec de grandes pincettes, attention, qui suggérait à l'époque que Sanji allait mourir durant la Grande Guerre. Goji a d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, je vous laisserai le soin de la check, mais aujourd'hui on est dans l'une d'elles. Oda avait tissé que Marineford serait de la rigolade à côté de celle qui arrive. Donc vraiment, je reste toujours sur mes gardes avec Sanji quand il fait ce genre de déclaration. À savoir désormais si Sanji sera son réel adversaire, car généralement les ennemis contre qui les Mugiwara se battent en premier sont rarement ceux avec qui ils terminent. De l'autre, comme je l'ai dit, feu contre feu, ça ressemble assez au combat de Sanji, mais quand on voit la manière dont Queen avait envoyé valser Luffy à Udon, je me dis que ça risque d'être chaud. D'autant que King porte une place supérieure dans un jeu de cartes, se battre à armes égales et en combat solo avec Sanji, j'aurais peut-être du mal à l'accepter. Je vois davantage un allié se greffer comme Zoro ou encore Marco de par son pouvoir, mais j'avoue quand même qu'un duo Sanji-Zoro ou Marco-Sanji versus King, je trouverais ça vraiment stylé. Mais on verra bien, ce qui est sûr c'est que ce combat risque d'être brûlant et que si Sanji parvient à s'en sortir indemne, ça relèvera du miracle. Cette scène va alors nous entraîner du point de vue de Luffy qui, inquiet pour son Nakama, souhaite lui venir en aide. Il confie donc Momo à Yamato, ce qui donne une scène assez drôle puisque Yamato dit que Momo est son fils après tout. Ça m'a beaucoup fait rire. Mais c'est surtout la rencontre entre Yamato et Momo que j'attends parce qu'elle risque d'être très intéressante et pourrait nous apprendre plus sur ces deux personnages. D'autant que Yamato possède le journal d'Oden et qu'il se pourrait bien que Momo veuille le récupérer. En tout cas, Luffy ne va pas aller bien loin puisque Mama a failli littéralement l'exploser, le pulvériser en un coup. Heureusement notre chapeau de paille l'esquive et tu m'étonnes qu'elle lui en veut. Le mec a mangé ses bonbons sur l'île des HP, revendiqué son territoire, débarqué dans son QG pour le ruiner et massacrer ses gosses, foutu en l'air sa tea party, annulé son mariage diplomatique, récupéré Zeus, copié son rod poneglyph et de surcroît pété le 4 de Mama. Ce gosse est une teigne, une horreur pour Big Mom. Luffy est véritablement le démon des 4 empereurs. Et c'est ça qui devient vraiment intéressant ici. Quand on regarde l'anime, ils ont ajouté une scène durant sa noyade où elle se rêvait à extraire l'âme de Luffy et ainsi lui retirer la vie. Ce qui moi m'a ramené à mon hypothèse sur la possible mort de Luffy au chapitre 999, qui faisait donc un parallèle au chapitre 99, Luffy est mort. On le sait, l'anime n'est pas forcément une source sûre, cependant on a pu le voir par le passé, ils ont été en mesure de révéler des choses qui s'étaient pas encore produites dans le manga, comme ça a été le cas avec Denjiro Kiyoshiro. Donc à voir dans le futur, mais en tout cas Luffy aura vraiment pris cher depuis le début de cet arc, et dire que c'est que le début. Pendant ce temps, Nami a sous le bras de Zeus, et cette scène de nouveau m'a tué de rire. Nami était vraiment exceptionnelle, son amour pour Zeus est trop touchant. On voit Bichette qu'il est en larmes et qui lui dit de courir parce qu'il peut pas résister à Mama. Tu m'étonnes, je comprends totalement. Faut surtout pas oublier que c'est une partie de l'âme de Mama, ce qui explique qu'il soit
fois attirer à elle comme un aimant. Big Mom en tout cas va arracher Zeus des mains de Nami et se retourner contre elle. Notre navigatrice est en très mauvaise posture, mais c'était sans compter l'arrivée éclair de Franky et son super Kurosai qui renverse et écrase la tête de Mama d'un coup de roue, laissant apparaître Brook qui tranchant de Zeus de sa lame. C'est la deuxième fois consécutive qu'il coupe en deux Zeus et affronte en frontal l'impératrice. Vraiment, Brook, c'est le Tugman des Mugiwara. Un timing parfait qui laisse au sol notre chère Mama dans une colère monstrueuse et inconsciente à nouveau. Et c'est le moment le plus épique de ce chapitre. Certains l'ont peut-être détesté parce qu'une nouvelle fois, comment une empereur comme Big Mom peut se faire autant humilié et surtout si facilement par les Mugiwara. Je dirais que c'est évident, que c'est énervant, mais c'est la facilité scénaristique aussi d'un shonen parce qu'il faut pas oublier que malheureusement Mama ne peut pas one-shot comme ça Luffy. Il reste le personnage principal, donc c'est évident qu'Oda va pas choisir cette route. Mais de l'autre, cette scène peut littéralement réserver de grandes surprises pour les prochains chapitres. On avait déjà eu un aperçu de la fureur de Mama sur Whole Cake, ce qui prédit jamais rien de bon. Mais pour le coup, c'est pas cette Big Mom qui m'intéresse le plus. Parce qu'en voyant cette scène, je me suis dit qu'Oda, à un moment donné, pourrait faire revenir la Mama amnésique. Et il ne pourrait pas m'offrir plus beau cadeau que celui-ci, car si c'est le cas, elle risque tout bonnement de retourner le jeu. Rien que par le fait qu'elle ait atomisé Queen en quelques secondes, alors imaginez un combat entre les deux plus grands empereurs de ce monde. En mode sérieux, badass, je trouverais ça juste énorme. Les Mugiwara et les Furo pourraient pas rêver meilleure alliance, surtout que la Mama amnésique est de leur côté, en particulier celui d'Otama, que la Big Mom Family est en route et que Perospero ne souhaite justement pas d'alliance avec l'homme en sang bête. Donc là vraiment ce cliff de fin est juste énormissime pour la suite, ça annonce tellement de possibilités si c'est le cas, et très clairement Mama en tant qu'allié serait juste dingue, même si je suis pas tout à fait sûre que ce fou de Luffy accepte mais veuille plutôt la affronter. Bref, j'ai pas grand chose à dire de plus si ce n'est hâte d'être au prochain chapitre parce que là j'ai 1000 questions en tête. La rencontre Yamato Momo, la transformation d'Inuarashi et Nekomamuchi, l'avenir de Sanji, de Jack, l'arrivée de la Big Mom Family ou des Tobiropo, faut pas oublier que la marine est sur le coup aussi et que Drake est un infiltré. Bref, beaucoup trop de hype pour ces prochains chapitres. C'est donc la fin de cette vidéo. En tout cas, si vous avez apprécié cette review, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait pour rien manquer parce que la prochaine vidéo sera sur la suite des théories des cartes. Ça coûte rien, ça fait toujours plaisir et surtout ça soutient la chaîne parce que c'est vrai que je le demande jamais, mes abonnés me l'ont fait marquer. Alors je voudrais un maximum de likes si vous aimez mon travail et que vous souhaitez en voir plus à l'avenir. Pour ceux d'ailleurs qui souhaitent me rejoindre et discuter des vidéos, me poser des questions, vous pourrez me retrouver sur Discord, tous les liens sont en barre d'infos et c'est comme ça qu'on va se quitter. Je vous souhaite à tous une bonne semaine ou un bon week-end, profitez tous bien et prenez bien soin de vous.